Et si la pression physique que l'on ressent parfois dans les yeux, c'était en réalité le poids de toutes les larmes que l'on a refusé de pleurer au cours d'une vie? Ah, c'est une question qui bouscule ça, vraiment. Surtout quand on réalise à quel point nos yeux sont intimement liés à notre système nerveux central, tu vois. Oui, complètement. L'œil ne fait pas que capter la lumière, en fait. C'est une extension directe du cerveau. Alors, quand la mécanique s'enraye, la question de l'origine émotionnelle mérite vraiment d'être posée. Bonjour et bienvenue dans cette exploration en profondeur. Je suis ravie de plonger là-dedans aujourd'hui. On s'attaque à une idée déconcertante, tirée de nos sources métaphysiques, qui montre que la tension oculaire ou le glaucome, ce ne serait pas juste des problèmes de plomberie interne. C'est ça. Les documents suggèrent que le corps utilise cette pression pour hurler son refus viscéral de la réalité. Exactement. Et juste avant de décortiquer tout ça, je crois qu'il est impératif de poser un cadre très clair. Oui, c'est fondamental. Le contenu de notre analyse d'aujourd'hui est proposé à des fins éducatives uniquement. C'est une exploration symbolique et ça ne remplace en aucun cas un avis médical professionnel. Une douleur oculaire, ça exige une consultation immédiate. L'approche émotionnelle vient en complément, jamais en substitution. Merci de le préciser, c'est vital. Bon, décortiquons un peu tout ça. Dans les 12 prochaines minutes, on va suivre 3 étapes clés. D'abord, on va explorer cette histoire d'accumulation des larmes et de pression extrême. Ensuite, on analysera le ressentiment, le fameux refus de la réalité. Et on terminera par une discussion sur l'effet tunnel et cette peur paralysante de l'avenir. Alors, pour commencer, avec le fait mécanique. Le canal d'écoulement de l'œil se bloque, empêchant les liquides de se libérer. Qu'est-ce que ça signifie au quotidien d'un point de vue émotionnel? Bah, le concept central ici, c'est que ces liquides bloqués représentent métaphoriquement toutes les larmes qui auraient dû couler. Waouh, toutes les larmes d'une vie. Voilà, celles qui ont été retenues, ravalées. Du coup, elles s'accumulent. Et physiquement, ça crée une pression douloureuse sur la rétine. L'individu vit une tension extrême de l'intérieur. C'est fou. En fait, c'est un peu comme un barrage hydraulique qui retient trop d'eau, non? Ouais, c'est une excellente image. Ça doit donner à la personne l'impression physique et même mentale qu'elle est sur le point de littéralement craquer. C'est exactement cette sensation. La structure du barrage est soumise à une force constante. Sauf que notre œil est un organe vivant. La personne est pleine à ras-bord. Prête à exploser. Mais du coup, si tout le monde retient ses larmes de temps en temps, pourquoi ça devient chronique chez certains? Parce qu'on parle d'un mode de survie devenu permanent. La personne s'est forgé une armure si rigide qu'elle a oublié comment relâcher la soupape. La tristesse ne s'évapore pas, tu sais, elle se densifie dans la matière même. D'accord, je comprends mieux. Nous venons de voir comment les larmes retenues créent cette pression insoutenable. Voyons maintenant comment cette pression interne se projette sur ce que l'on refuse de voir à l'extérieur. Absolument, parce que cette pression monstrueuse, elle doit bien aller quelque part, et elle finit par refluer vers l'intérieur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Elle menace le nerf optique, c'est bien ça? C'est ça. Le nerf optique, c'est notre câble de transmission vers le cerveau. Les textes expliquent que cette menace indique une difficulté majeure à détendre ses yeux face à un principe de réalité qui est devenu en fait tout simplement insupportable. Insupportable au point de couper le câble. Oui. Le corps préfère détruire la ligne de transmission plutôt que de laisser passer une image qui cause trop de douleur émotionnelle. On parle ici de vieilles rancunes, de regrets profonds, d'un refus total de pardonner. Mais attends, est-ce qu'il s'agit de fermer les yeux sur le présent ou est-ce que c'est le passé qui refuse de passer? Ce qui est fascinant ici, c'est que pour le corps et le système nerveux, le temps linéaire n'existe pas. Ah, d'accord. Le corps manifeste physiquement le refus d'une réalité, qu'elle soit passée, avec de vieilles rancunes, ou bien présente. C'est ce qu'on appelle la vision faussée. La vision faussée, c'est-à-dire? C'est un refus direct d'accepter une version de la réalité contraire à la sienne. Par exemple, faire face à une situation de vie ou voir une personne en particulier qui heurte nos valeurs. L'œil capte l'image, mais le cerveau dit non. Et donc, la tension oculaire est la barrière physique de ce refus. C'est un combat interne permanent, quoi. Exactement. Un spasme continu de l'âme qui devient un spasme des tissus. Après avoir exploré le poids du passé et le refus du présent, il est temps d'observer comment le glaucome modifie littéralement notre vision de l'avenir. Parce que sur le plan clinique, cette maladie a une façon bien spécifique d'évoluer, non? Tout à fait. Elle s'attaque à la vision latérale en premier. C'est le fameux effet tunnel, c'est ça?
Oui, on peut utiliser la métaphore des œillères de cheval. Tu sais, ces morceaux de cuir qu'on met sur les côtés pour empêcher l'animal de paniquer face à son environnement. Ah oui, pour le forcer à regarder droit devant. Exactement. La perte de vision latérale oblige l'individu à ne regarder que vers l'avant. Symboliquement, le corps élimine la complexité du monde sur les côtés. C'est fou quand on y pense. Le corps met des œillères pour se protéger et ne regarder que droit devant, mais paradoxalement, ça enferme la personne dans un tunnel, où la vie défile beaucoup trop vite. Et la sensation de vertige est terrible. L'individu a le sentiment d'être dépassé, submergé. J'imagine que ça doit être terrifiant de voir le monde se refermer comme ça. Et si l'on relie cela à une perspective plus globale, il faut regarder qui est touché. Cette affection touche très souvent les plus de 60 ans. Ah, d'accord. L'âge joue un rôle clé. Oui, car cela traduit un sentiment profond d'en avoir assez vu. Une peur viscérale de l'avenir et un refus inconscient de se voir vieillir. Donc, on met des œillères pour ne pas voir le temps qui passe, mais on se retrouve coincé dans ce tunnel sombre. C'est tragique en fait. Complètement. C'est un mécanisme de défense qui aggrave l'angoisse initiale. Bon, on ne va pas rester coincé dans ce tunnel. Orientons notre discussion vers des solutions concrètes tirées des textes. Comment on fait pour relâcher cette valve interne? Les sources proposent des pistes de libération très claires. Un plan d'action en 3 étapes. La première, c'est d'identifier les bagages émotionnels. Ça demande du courage, ça, hein. Énormément. Il faut prendre un instant pour reconnaître honnêtement les vieilles rancunes ou les regrets du passé auxquels on s'agrippe encore. Sans se juger, juste les observer. Et une fois qu'on a mis un nom sur ce qui bloque, c'est quoi la deuxième étape? C'est la plus délicate. Changer de filtre visuel. Essayez activement de regarder la vie, les autres et soi-même avec davantage de tolérance et de tendresse pour favoriser le pardon. Oula, s'entendre dire qu'il faut pardonner une trahison terrible parce qu'on perd la vue, ça peut paraître super culpabilisant, non? Et c'est un obstacle majeur. Il est souvent extrêmement difficile de pardonner une réalité douloureuse. Mais le pardon ici, c'est pas pour excuser les autres. Ah bon? C'est pour qui alors? C'est pour soi. Le but est de relâcher la pression intérieure. Garder rancune, c'est comme tenir un charbon ardent en espérant que l'autre se brûle. Le pardon métaphysique, c'est juste lâcher le charbon. Lâcher le charbon pour sauver sa propre vision, quoi. J'aime beaucoup cette nuance. Et la troisième étape? S'ancrer dans le présent. Vivre pleinement l'instant actuel pour réussir à ôter ce voile métaphorique. Si on ne projette plus ses peurs sur l'avenir, le corps n'a plus besoin de ses œillères. C'est limpide. Résumons un peu le chemin qu'on a parcouru dans cette analyse d'aujourd'hui. On a vu l'évolution de la tension oculaire à travers 3 prismes vraiment puissants. Oui, d'abord, la pression physique, qui reflète l'accumulation des larmes refoulées. Ensuite, l'attaque sur le nerf optique, qui symbolise le refus de voir une réalité ou l'incapacité de pardonner. Et enfin, le fameux effet tunnel, intimement lié à l'angoisse de vieillir et à la peur de l'avenir. C'est une grille de lecture fascinante. Il peut être profondément libérateur de se demander laquelle de ces dynamiques résonne le plus avec sa propre vie. Laquelle de ces tensions mérite d'être relâchée aujourd'hui. Prendre le temps de s'observer, d'essayer cette première étape de reconnaissance, ça peut déjà tout changer. C'est le point de départ incontournable. Oui. Il y a d'ailleurs un paradoxe incroyable avec la chirurgie moderne. Aujourd'hui, on peut opérer, créer un nouveau canal artificiel et faire chuter la pression en quelques heures. La mécanique est réparée, oui. Mais sur le plan émotionnel, si l'âme se cachait derrière cette cécité, la médecine vient soudainement lui arracher ses œillères. Le véritable défi commence peut-être le jour où la chirurgie nous force enfin à regarder en face ce qu'on fuyait. C'est très juste. Alors que signifie tout cela au bout du compte? Cela signifie que nos yeux ne font pas que capter la lumière, ils reflètent aussi nos résistances intérieures. Et parfois, accepter de regarder la vie avec un peu plus de tendresse est le meilleur moyen de retrouver une vision